Vendredi 11 février, des feux d'artifice éclatent sur la place Tahrir au centre du Caire. Le président Moubarak vient de quitter le pouvoir après 30 ans de règne. Sur la place, c'est une formidable liesse. Au bout de 18 jours de manifestation, une nouvelle génération d'opposants a obtenu ce qu'elle voulait, la chute du Raïs. Ils ont dit que les jeunes ne pouvaient rien changer. Et bien là, on a prouvé au monde qu'on pouvait le faire. Dieu merci, nous avons obtenu ce que nous voulions. Le président égyptien tombe 4 semaines exactement après la chute du président tunisien Ben Ali. La révolution initiée à Tunis embrase maintenant tout le monde arabe. En Égypte, nous serons aux côtés des jeunes cybermilitants à l'origine de la contestation. Nous révélerons où et comment ils ont appris les méthodes pour réussir un soulèvement pacifique. En Syrie, nous rencontrerons clandestinement des opposants, une jeune blogueuse et un célèbre écrivain. Pourront-ils se faire entendre dans l'état policier de Bachar el-Assad? Au Yémen, nous verrons comment le président Ali Saleh tente de désamorcer la colère de la rue. Et avec quel résultat? En Algérie, nous découvrirons comment les jeunes internautes se mobilisent sur le modèle égyptien et que fait le pouvoir en place pour empêcher d'être emporté par cette lame de fond. Jusqu'où ira l'onde de choc provoquée par la révolution du jasmin? Nous sommes 15 jours avant la chute du président Moubarak. Des dizaines de milliers de manifestants sont dans les rues du Caire pour réclamer la fin du régime. C'est le 3e jour de manifestation dans tout le pays. La police est dépassée par ce soulèvement populaire. À coups de matraques et de bombes lacrymogènes, elle tente de disperser les manifestants, sans succès. L'immeuble du parti de Moubarak est en feu. Un premier symbole vient de tomber. Le pouvoir répond par une répression sanglante. Le lendemain, 13 manifestants sont tués en quelques heures, plus d'une centaine dans tout le pays. Cet homme vient de tomber sous les balles de la police devant le ministère de l'Intérieur. Un martyr pour cette foule en colère qui l'emmène vers la place Tahrir au centre du Caire. Le soir, la violence monte encore d'un cran. Dans une rue derrière la place Tahrir, une mosquée a été transformée en dispensaire par le puissant syndicat des médecins proches des frères musulmans. Un flot continu de blessés arrive, ils sont soignés avec les moyens du bord. Allez chercher des médicaments, vite! Pas question de les emmener dans un hôpital d'État, où la chasse aux manifestants est ouverte. Des policiers sont à l'hôpital et notent le nom de tous les blessés. Quelques heures plus tôt, le ministère de l'Intérieur a été attaqué par les manifestants. Une ligne rouge est franchie. C'est lourd de conséquences pour les opposants au régime. Hier, c'était des balles à blanc. Aujourd'hui, ils tirent à balles réelles. Le dernier blessé arrivé vient de mourir. Son corps est emporté vers la salle de prière. Dehors, des membres de l'organisation des frères musulmans tentent de calmer leurs troupes. N'y allez pas, il y a déjà eu 3 morts devant le ministère. Que personne n'aille au ministère de l'Intérieur. La police est en train de tirer à balles réelles et les militaires ne font rien. Nous n'abandonnerons jamais un martyr. Le martyr s'est sacrifié pour notre combat. Nous ne cesserons pas le combat jusqu'à la mort du dernier d'entre nous. Une procession, dirigée par un sympathisant du mouvement islamiste, s'improvise. Direction la place Tahrir, à quelques centaines de mètres. Les frères musulmans, restés discrets jusque-là, rejoignent ici les rangs des jeunes opposants qui ont lancé la contestation sur Internet dans la foulée de la révolution tunisienne.
L'un de leurs leaders, Mohamed Adel, 23 ans. Ce jeune informaticien a déjà plusieurs années d'activisme derrière lui. Nous avons l'habitude d'organiser des manifestations. Nous avons apporté notre expérience aux gens dans la rue, mais c'est eux qui font le reste. On n'a jamais pensé que les gens allaient autant s'investir. C'est incroyable. Mohamed Adel nous emmène à son QG, situé à quelques rues de la place Tahrir. Là, on va prendre les couvertures et on va y aller. Tous les soirs, distribution de couvertures aux personnes qui souhaitent dormir sur la place Tahrir et défier le couvre-feu imposé par l'armée. Ce soir-là, dans leur petit bureau, c'est l'effervescence. Une manifestation est prévue pour le lendemain. Objectif, 1 million de personnes dans les rues du Caire pour faire tomber Moubarak. Il faut être prêt pour demain. Dans chaque groupe, il faut choisir celui qui lancera les slogans. Le mouvement du 6 avril, en référence à la grève générale du 6 avril 2008. Le groupe est né sur Internet. Ils sont parmi les premiers à avoir appelé à manifester en masse contre Moubarak. La plupart ont moins de 30 ans, jeunes diplômés ou chômeurs, laïcs ou anciens frères musulmans comme Mohamed Adel, qui a longtemps milité à leur côté. La force de ces jeunes, savoir communiquer. Depuis 3 jours, le pouvoir a totalement bloqué Internet, une première dans l'histoire. Pourtant, ils parviennent à se faire entendre. Là, nous envoyons des fax à toutes les agences de presse pour leur donner les dernières infos de ce qu'il se passe sur le terrain. Il est important de rester en contact avec les journalistes parce que nous n'avons plus d'Internet et que beaucoup de moyens de communication sont coupés. Privés d'Internet, mais armés de téléphones portables et du fichier des sympathisants, les volontaires battent leur appel. Rendez-vous demain, à midi, à Maïr. Au même endroit où nous avons démarré la dernière fois. À midi pile, ok ? L'activisme de ce groupe attire l'attention. Des ONG étrangères et des journalistes viennent chercher ici les informations sur le nombre de blessés et l'évolution de la situation. Comme le correspondant de la chaîne américaine NBC, qui arrive tout juste de Tunis. C'est vraiment incroyable qu'une si petite organisation, juste avec quelques bureaux dans ce vieil immeuble du Caire, arrive à organiser une révolution. Alors, qu'Internet est coupé, que les téléphones ne sont pas fiables, ils parviennent à réunir des centaines de milliers de gens, peut-être 1 million de personnes sur la place. C'est bluffant. Les événements s'accélèrent. L'armée annonce officiellement qu'elle ne tirera pas le lendemain sur les manifestants de la marche du million. Moi, je n'ai pas confiance en l'armée. Les forces armées en Égypte sont toutes entre les mains du président Moubarak. Sur la place Tahrir, les tanks se sont déployés. La population fraternise avec les soldats. Sur un blindé, un gradé relaye le message officiel. Personne ne va vous taper dessus. Je suis là et je reste ici. S'il vous plaît, croyez-moi, personne ne va vous tirer dessus. Les manifestants n'ont plus peur de défier le président égyptien. Ils ont même tagué leur slogan sur les chars. Regardez, les militaires sont solidaires avec nous. Regardez, ils sont maintenant avec le peuple. Autre scène étonnante, tout le monde veut prendre une photo de ce militaire. Il a gagné ses galons de révolutionnaire en désertant 2 jours plus tôt. À la une de ce journal pro-Moubarak, il est qualifié de traître. Sur la place Tahrir, c'est un héros. Je ne pouvais pas rester dans mon coin les yeux fermés. Je ne me suis pas présenté à mon poste samedi. J'ai préféré rejoindre les manifestants sur la place Tahrir. Ce que je veux, la victoire ou la mort. La victoire, c'est qu'ils répondent à nos revendications. Le départ de tous les membres du régime Moubarak, à partir du président jusqu'au plus petit employé du système. Le lendemain, des centaines de milliers de manifestants convergent vers la place Tahrir. Sur des pancartes, le raïs est caricaturé en Hitler. La police a disparu des rues et l'armée tient sa promesse.
Elle laisse les manifestants se rassembler pacifiquement. La marche du million se déroule dans le calme. Nous retrouvons Mohamed Adel, le militant du mouvement du 6 avril. Il tient à immortaliser ce moment. Regarde, regarde. Filme cette vue. Filme jusqu'à l'immeuble. S'il te plaît, fais-le pour moi. Mohamed Adel retrouve les militants du mouvement, mais aussi les représentants des partis politiques. Il a un mot pour chacun. De l'autre côté de la place, un autre groupe de militants s'est rassemblé, dans une toute autre ambiance. Les frères musulmans s'apprêtent à prendre la parole. Et pour s'exprimer en ce jour décisif, ils ont choisi l'un de leurs héros, Saad al-Husseini. Cet ancien député vient de passer 4 jours dans les geôles de Moubarak, tout un symbole, comme son discours, sans concession pour Israël. L'ancien directeur des services secrets israéliens, le Mossad, a déclaré « Nous avons un ami intime qui gouverne l'Égypte. » Mais en réalité, Moubarak gouverne 85 millions d'ennemis d'Israël. Sa diatribe contre l'État hébreu fait un flop. Aucun applaudissement. Alors le frère musulman change de discours. Il reprend les slogans des jeunes blogueurs. Soudain, au beau milieu du discours, un partisan des frères musulmans brandit un Coran. Mais il est très vite rappelé à l'ordre. Il doit ranger dans sa poche l'objet du scandale. Les signes ostentatoires ne sont pas les bienvenus, même sur le podium des frères musulmans. À peine son discours terminé, l'ancien député est même pris à partie par un jeune manifestant. Où étaient les partis avant ça? Où étaient les frères musulmans avant ça? C'est nous, la jeunesse, qui déciderons de notre destin et de notre avenir. Saad al-Husseini ne veut pas rentrer dans la polémique. Faire profil bas, c'est la stratégie des frères musulmans ce jour-là. Mohamed Adel, le blogueur militant, a fait ses premières armes chez les frères musulmans alors qu'il était étudiant. Mais il les a quittés en 2008. J'ai préféré faire partie d'un mouvement de jeunes plutôt que d'un parti politique. Parce que les mouvements de jeunes sont beaucoup plus efficaces. Les partis politiques, comme les frères musulmans, eux, sont toujours dans le calcul. Après son départ des frères musulmans, Mohamed Adel a décidé de se former à l'activisme révolutionnaire. En juin 2009, il est parti en Europe avec 14 autres militants égyptiens et algériens. Destination, la Serbie. Voici Mohamed Adel lors d'un cours. Nous sommes à Belgrade, mais la formation est en arabe. Échange avec des militants serbes, rencontre avec des ONG et des journalistes, ce séminaire de 2 semaines forme les apprentis révolutionnaires à la lutte non violente. Les autorités vont vous menacer, vous traiter de fous, et elles vont vous accuser de monter un parti d'opposition. Avec Mohamed Adel, voici l'homme qui a mis en place la formation. Il s'appelle Srđan Popović. C'est un Serbe, un expert en matière de révolution. Il est l'un des membres fondateurs d'Otpor, l'association étudiante à l'origine des manifestations qui ont fait tomber Milošević en 2000. Leur emblème, un point fermé. Otpor a inspiré d'autres révolutions en Europe de l'Est. Révolution des Roses en Géorgie en 2003. Révolution orange en Ukraine en 2004. Révolution des tulipes au Kirghizistan en 2005. Pour diffuser les enseignements de ces révolutions, Srđan Popović a créé Canvas, un centre de formation aux actions et stratégies non violentes. Objectif, former des activistes capables de renverser des dictatures. Dans une interview à la chaîne Al Jazeera, il explique sa stratégie. L'une des clés pour comprendre le mouvement non violent, c'est de le voir comme une stratégie de guerre. Le pacifisme, c'est la clé pour mener un combat, parce que la violence contamine un mouvement et donne à son ennemi une raison d'utiliser la force.
Il y a aussi un problème à prendre en compte. C'est le traitement de la violence par les médias. Si tu as une marche d'une centaine de milliers de personnes et qu'un idiot lance une pierre, il va être la star des journaux télé. C'est comme cela que les médias fonctionnent. Donc il faut absolument éviter toute forme de violence. C'est très important à cette étape. Mohamed Adel sait tout ce qu'il doit à ses formateurs serbes. En Serbie, nous avons été formés aux méthodes de non-violence. On nous a appris à mobiliser les foules pacifiquement, comment contrôler ses troupes et comment organiser de manière efficace des manifestations et des événements. De retour en Égypte, Mohamed Adel a montré à ses camarades le film culte de la propagande des révolutions de l'Est. Intitulé « Renverser un dictateur », il a été tourné en Serbie en 2000 et traduit dans toutes les langues, y compris l'arabe. Nous sommes alors 1 an et demi avant la chute de Moubarak. Le mouvement du 6 avril a même adopté comme symbole le poing fermé, l'emblème des jeunes révolutionnaires serbes il y a 10 ans. Retour aux événements du Caire. Nous sommes le soir de la marche du million, 10 jours avant la chute de Moubarak. Sur la place Tahrir, les activistes ont tendu un grand drap blanc. La chaîne Al Jazeera est interdite depuis 2 jours. Alors ils ont enregistré le JT sur Internet et ils le diffusent depuis un ordinateur. Regardez ce qu'ils font subir au peuple. Ils foncent dans la foule, avec des voitures blindées. Les manifestants découvrent les images de la répression, occultées par la télévision égyptienne. Les médias égyptiens me font honte. Ils ne montrent pas la réalité. Un clip est ensuite projeté avec des photos du président Moubarak. Il est représenté comme un pharaon enseveli par les sables. Et à la fin, un seul mot d'ordre, nous résistons. La foule est galvanisée par ces images. Un retour en arrière est impossible. Retour au QG du mouvement du 6 avril. Les militants retiennent leur souffle, leur regard rivé sur l'écran de télévision. Le président Moubarak s'exprime en direct sur la chaîne nationale. A-t-il entendu la rue ? Je vous le dis en toute franchise. Et ma décision n'est pas provoquée par la situation actuelle. Je ne compte pas me représenter à la prochaine élection présidentielle. J'ai passé suffisamment de temps au service de l'Égypte et au service de son peuple. Mais j'irai jusqu'au bout de mon mandat pour le service de la nation. Le président ne se représente pas. C'est une première victoire. Mais les militants veulent qu'il quitte immédiatement le pouvoir, comme Ben Ali en Tunisie. Moubarak, dans son discours, a aussi accusé les manifestants d'être manipulés par l'étranger. Canvas, l'organisation serbe qui a formé Mohamed Adel, est soutenue par 2 mouvements américains de promotion de la démocratie. Freedom House, financé en partie par le gouvernement des États-Unis, et IRI, un institut du Parti républicain. Mais Mohamed Adel est catégorique. Le mouvement du 6 avril ne reçoit l'argent d'aucune organisation étrangère. Tous les membres doivent donner au moins 4 € par mois. Mais moi, par exemple, je donne 40 € de mon salaire. La plupart des gens donnent à peu près la même somme. Au final, ça nous fait un budget suffisant qui nous permet de fonctionner. Vous n'avez pas de financement extérieur ? Non, nous n'avons aucun financement extérieur et nous n'en voulons pas. Ce soir-là, dans les rues de la capitale égyptienne, le discours du président a touché une partie de la population. Les militants du 6 avril croisent des supporters de Moubarak. Que Moubarak parte comme ça du jour au lendemain, on veut pas de ça. Nous, on veut qu'il reste avec nous. Moubarak a fait beaucoup pour l'Égypte. S'il y a de la corruption, il peut s'en charger. Il ne peut pas partir comme ça. Et nos martyrs, comme ton frère qui est tombé hier dans la rue, qui va le venger ? La tension est soudain montée d'un cran. La confrontation est pour le moment uniquement verbale.
Le lendemain, tout va basculer dans un déchaînement de violence sans précédent. Le matin du 2 février, pour la première fois, des partisans du président Moubarak déferlent dans les rues de la capitale. Certains sont armés de couteaux et de bâtons. Leur objectif, chasser les opposants de la place Tahrir. Ils lancent la charge à cheval et à dos de chameau. La place se transforme en champ de bataille. Les deux camps s'affrontent à coups de pierre pendant des heures. Photographes et caméramans sont aussi pris à partie. La télévision publique diffuse des messages accusant les journalistes étrangers d'être des espions israéliens. Notre second caméraman arrive de la place Tahrir. Il vient d'être agressé violemment. J'ai pris un nombre de coups. Mais ils t'ont tabassé? Ouais, 10 sur moi. En fait, j'étais en train de filmer. T'avais plein de mecs qui se faisaient lyncher. Ouais. Au début, j'étais sur un tank, ça caillassait dans tous les sens. Et ils t'ont pris la caméra, les images, tout? Ils m'ont pris la caméra. Et à un moment, en plus, j'allais rentrer. Puis je vois un dernier mec qui se fait attraper. Je commence à filmer. Et là, les militaires me sont tombés dessus. Et il y a des flics qui m'ont extrait pour des coups. Et qui m'ont mis derrière. Mais même les habitants s'y sont mis aussi. Hein. Ouais. Il faut absolument récupérer les images. Hein. C'est hallucinant. Il faut aller par la caméra, on va récupérer la caméra. Je pense que la caméra... Nous ne sommes pas les seuls. Des dizaines de caméras sont confisquées ou détruites en quelques heures. Le pouvoir veut reprendre le contrôle des images qui sortent du pays. Merde. Faire le tour par là. Dans les bureaux du mouvement du 6 avril, les militants suivent les événements minute par minute. Internet vient tout juste d'être rétabli après une semaine de coupure. Les jeunes se précipitent sur leurs blogs et autres sites web pour diffuser les dernières informations au monde entier. Mohamed Adel, le premier, veut témoigner du chaos qui règne dans la ville. J'essaie de trouver des images sur Internet de la violence qu'il y a en ce moment, place Tahrir. Parce que mes camarades qui prenaient des photos là-bas sont bloqués sur la place. Je cherche des photos de blessés pour les publier sur Facebook. Sur la page web du mouvement, il met tout de suite en ligne la vidéo des pro-Moubarak qui chargent à cheval sur la place Tahrir. Le robinet du web est maintenant grand ouvert. Alors Mohamed Adel en profite. Il veut diffuser toutes les images filmées par les jeunes militants depuis une semaine, comme celle des blessés amenés à la mosquée transformée en infirmerie. Il a une autre vidéo choc à poster sur Internet. Une séquence filmée par un manifestant lorsque la foule s'est attaquée au ministère de l'Intérieur. Un policier qui tire sur les manifestants. Cette vidéo montre très bien les tirs à balles réelles des forces de l'ordre sur les jeunes manifestants. Ça s'est passé au moment des manifestations de samedi dernier, juste devant le ministère de l'Intérieur. Avec le retour d'Internet, Mohamed Adel et ses amis découvrent que leur combat est soutenu bien au-delà du pays. Regardez, c'est partout dans le monde. Un cyberactiviste arabe vient de mettre sur YouTube un clip avec des images de manifestations anti-Moubarak dans toutes les grandes capitales. Un moyen efficace pour remobiliser les militants sur le terrain. Je ne savais pas que tant de gens nous soutenaient dans le monde. Nous ne le savions pas. Je pense qu'ils ont coupé Internet pour nous le cacher. Internet a joué un rôle clé dans cette révolution. Tout est parti de cette page Facebook, créée 6 mois avant les événements. Elle s'appelle « Nous sommes tous des Khaled Saïd », du nom d'un jeune internaute torturé à mort par les autorités pour avoir mis en ligne une vidéo montrant des policiers corrompus. Plus de 500 000 personnes sont devenues membres de ce groupe pour protester contre les violences policières. Le créateur de la page est resté anonyme. La police égyptienne cherche à l'identifier. Cette page Facebook a un rôle primordial dans la révolution. Mais personne ne connaît l'identité de son fondateur. Jeudi dernier, il a bien téléphoné à l'un des leaders de notre mouvement pour dire qu'il serait présent à la prochaine manifestation. Le jour même, il a rappelé pour dire qu'il était avec nous dans la manifestation. Mais il n'a jamais voulu dévoiler son identité. Qui est ce mystérieux internaute qui a mobilisé des centaines de milliers d'Égyptiens? Mohamed Adel
l'apprend ce soir par un coup de téléphone. La police vient de le démasquer et il a été jeté en prison. Son nom, Wael Ghonim, c'est un Égyptien. Il est le directeur marketing au Moyen-Orient de Google, le géant américain d'Internet. Il a été arrêté vendredi et Google vient d'annoncer qu'il a disparu depuis jeudi. On ne sait pas ce qu'il est devenu. J'espère vraiment qu'il va s'en sortir. Je suis très inquiet. Après Wael Ghonim, à qui le tour? La chasse aux opposants du net est lancée. D'ailleurs, Mohamed Adel est harcelé de coups de fil de partisans de Moubarak. Non, je ne suis pas un intégriste, merci. Je suis fier de qui je suis fier de moi. Je suis fier que quelqu'un comme toi qui nous terrorise me traite de terroriste. Nous, on a les mains propres. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas des délinquants. Comme le Premier ministre, Ahmed Shafik, qui m'a appelé hier au téléphone pour me dire « Enculé de ta mère, toi et le 6 avril. C'est bien cet homme que tu défends ? Il m'a appelé pour insulter ma mère. C'est ce genre de personne que tu défends ? » Le jeune activiste n'est pas surpris par ce harcèlement. Il a vécu bien pire quand il militait aux côtés des frères musulmans. J'ai été arrêté 6 fois. 6 fois? Oui, 6 fois. Tu as été torturé? Oui, j'ai été torturé parce que je suis allé à Gaza pour soutenir le Hamas. J'ai été torturé et j'ai été détenu pendant 17 jours au siège de la police. Ensuite, on m'a transféré en prison où je suis resté 4 mois. Je pense que les forces de l'ordre, après ce qui s'est passé, vont vraiment se venger de nous. D'autant plus que ça fait 1 semaine que ça dure. Il est possible que les forces de l'ordre arrêtent les jeunes de notre groupe, et moi en premier. Le QG du mouvement se transforme en camp retranché. Il est trop dangereux de sortir dans les rues. Nous décidons de rester dormir sur place avec les blogueurs. Dehors, les affrontements redoublent. Partisans et opposants au président Moubarak bataillent dans les rues du Caire à coups de cocktails Molotov. Des coups de feu claquent dans la nuit. Sur ces images, on voit des manifestants anti-Moubarak récupérer les cadavres de leurs camarades. Le bilan de la journée est terrible, 13 morts et plus de 1200 blessés au Caire. Le lendemain, réveil difficile pour les jeunes opposants. Certains ont passé la nuit à envoyer des informations et des images sur Internet. Mohamed Adel décide de sortir pour apporter de l'eau aux manifestants qui ont résisté toute la nuit sur la place Tahrir. Les heures passent, la tension monte. Bientôt, la rue en bas de notre immeuble est bloquée. Nous cachons la caméra et filmons maintenant avec un téléphone portable. Un militant arrive, affolé. Il n'a pas pu quitter l'immeuble. C'est la panique. Les militaires peuvent débarquer d'une minute à l'autre. La priorité, se débarrasser de tout document compromettant. Les jeunes blogueurs vident les locaux du mouvement. Il faut faire vite. Il ne doit rester aucune trace de leurs activités d'opposants au régime. Personne n'est à l'abri. Nous appelons la rédaction à Paris qui enregistre la conversation. Il y a la police militaire en bas et il y a les gens de Moubarak, là, les voyous qui ont été relâchés de tôle. Ils visent particulièrement les étrangers. Il y a une vendetta contre les étrangers, surtout s'ils sont journalistes. Tout le monde trouve refuge à l'étage du dessus, dans les bureaux d'une ONG égyptienne. L'attente commence. L'armée investit le bâtiment. Notre téléphone reste allumé, mais caché. Paris continue d'enregistrer. Il y a même l'armée, oh là là, ils vont... Regarde, il a son arme pointée. Le militaire,
demande à tout le monde de s'agenouiller. Moi, je ne m'agenouille pas pour l'instant. Je ne sais pas si c'est les garçons ou les filles. Ah non, même les filles. Putain, la caméra. Il cherche les caméras et les laptops. Merde. لابتوب بتاعي؟ لا ما عنديش لابتوب لا مش عارفين مين لا والله مش لابتوب Rappelez l'ambassade, Marc. L'enregistrement s'interrompt. L'équipe est emmenée par la police militaire, les yeux bandés, pour une destination inconnue. À 2000 km du Caire, l'agitation s'est propagée au Yémen. Ce pays féodal, très pauvre, vit depuis quelques jours les plus grandes manifestations depuis des décennies. Des dizaines de milliers de manifestants ont adopté la couleur rose en signe de ralliement. Certains brandissent même des portraits de Che Guevara. Ils réclament le départ du président Saleh, au pouvoir depuis 32 ans. À Sanaa, la capitale, il y a aussi une place Tahrir, une place de la libération comme au Caire. Mais le président Saleh y a envoyé ses partisans pour empêcher les manifestants de l'occuper. Nous sommes là pour défendre la patrie et l'unité du Yémen. Les insurgés veulent occuper la place Tahrir, mais ils ne pourront pas le faire. Au centre de la place, de grandes tentes abritent les différentes tribus venues apporter leur soutien au régime. Cet homme exhibe sa carte d'identité pour nous prouver qu'il est bien un cheikh, un chef de tribu. Nous disons non, mercenaires, et non, fauteurs de troubles. Je suis venu de mon plein gré, par amour pour mon pays. Nous ne sommes pas comme en Égypte ou en Tunisie. C'est différent ici. L'opposition est reléguée à l'extérieur de la place. Dans un centre de conférence, une tente a été dressée pour accueillir la presse. Selon Mohamed Sabri, porte-parole de l'opposition, les contre-manifestants ont été payés par le pouvoir. Des sommes importantes sont dépensées par la présidence pour financer la présence de ces gens sur la place Tahrir. Ils ont distribué du khat, des tentes, de l'argent de poche. Les gens là-bas sont donc des manifestants loués pour la journée. Ici aussi, les blogueurs s'agitent. Sur Facebook, en février 2011, un internaute anonyme crée la page « Révolution au Yémen » avec le petit symbole du poing fermé. Pour l'instant, seulement 169 membres sur ce site. Pas de quoi effrayer le parti au pouvoir. Les utilisateurs d'Internet en Tunisie représentent 57% de la population. Mais au Yémen, seulement 1% de la population est connectée à Internet. La société yéménite reste traditionnaliste. Elle souffre encore d'analphabétisme et de beaucoup d'autres maux. Donc on ne peut pas comparer avec la Tunisie ou l'Égypte. Le président Saleh préfère tout de même lâcher du lest. Il annonce une augmentation de salaire de 25% pour les fonctionnaires et les forces de sécurité, ainsi que des bourses pour les étudiants. Et devant le Parlement, il s'engage à quitter le pouvoir en 2013. Je suis contre un renouvellement de mon mandat, contre la transmission héréditaire du pouvoir. Malgré ce qui a pu être dit, transmettre le pouvoir à mon fils et prolonger ma présidence ne font pas partie de mon programme. Par ses concessions, le président Saleh pense avoir repris la situation en main. Les manifestations se calment, temporairement. Retour en Égypte. Notre équipe vient d'être libérée par la police militaire après 36 heures de détention, menottés et les yeux bandés. On nous a confisqué nos passeports, cartes bancaires, téléphones portables. Le tournage reprend. Dans les rues du Caire, les supporters du président Moubarak se sont volatilisés. Les opposants au régime occupent toujours la place Tahrir pacifiquement. 5 jours avant la chute du président Moubarak, l'heure est à l'œcuménisme. Sur le podium, on entonne des chants chrétiens repris en chœur par la foule. Musulmans, chrétiens coptes, laïcs, tous réunis pour la démocratie. Un représentant des églises égyptiennes harangue la foule. Tous, Égyptiens, chrétiens et musulmans, unis pour la liberté, la dignité et la justice sociale.
Depuis notre arrestation, nous n'avons pas revu Mohamed Adel, le leader du mouvement du 6 avril. Nous parvenons à le joindre par téléphone. Il n'a pas été arrêté et il nous propose de nous rejoindre sur la place Tahrir. Nous le retrouvons avec soulagement. Tu t'es rasé là-bas? Oui, C'est plus sûr? oui, c'est plus sûr. Ils arrêtent surtout les barbus. Et vos bureaux? Les bureaux ont été saccagés. Ils ont confisqué les médicaments, les couvertures et tout le reste. Ils ont pris tout le matériel, ils ont pris les portables, les ordinateurs, ils ont tout pris. Bonne nouvelle, tous les militants du 6 avril arrêtés avec nous sont libres également. Mais par prudence, ils se réunissent dans un nouvel endroit qu'ils préfèrent garder secret. Wael Ghonim, le directeur marketing de Google, lui aussi a été libéré. L'auteur de la page Facebook qui a mis le feu aux poudres de la révolution égyptienne rentre chez lui devant les caméras du JT de la télévision nationale. Et quelques heures plus tard, il participe même à une émission très populaire sur une chaîne privée. Les autorités ne pensaient pas que cette jeunesse Facebook pourrait sortir par dizaines de milliers le 25 janvier. Nous y avons cru, et les gens ont manifesté. J'étais juste un déclencheur. Quand Wael Ghonim découvre en direct les images des jeunes martyrs tués lors des manifestations, il s'effondre. Il ne savait pas ce qu'il s'était passé pendant ces 12 jours de détention. Je tiens à dire à chaque mère et père qui a perdu un fils que je suis désolé. C'est pas notre faute. Je jure devant Dieu que ce n'est pas notre faute. C'est celle de tous ceux qui s'accrochent au pouvoir et se cramponnent à lui. Je préfère partir. Cet entretien bouleverse des millions de téléspectateurs. Sur la place Tahrir, le lendemain, il est fêté en héros. La révolution Facebook a maintenant un visage. Il devient le porte-parole de la contestation. Je dis au Raïs, ça suffit. Ça suffit maintenant. Le président Moubarak s'accrochera encore 3 jours au pouvoir. Le 11 février, Mohamed Adel se trouve place Tahrir. La rumeur court que Moubarak aurait quitté le Caire. Aujourd'hui, nous sommes sur cette place avec tous les gens qui croient au changement. Aujourd'hui, si Dieu le veut, une nouvelle va faire la joie de tous. Le rêve que nous poursuivons depuis 5 ans, pour lequel nous sommes descendus dans la rue, va se réaliser. Nous allons tous être heureux si Dieu le veut. À 18h, le vice-président confirme à la télévision qu'Hosni Moubarak a abandonné le pouvoir. La nouvelle fait le tour de la place en quelques secondes. C'est un jour historique. Mohamed Adel a réussi sa révolution. À 3000 km de l'Égypte, Alger. Au siège de la Ligue des droits de l'homme, des opposants préparent une grande manifestation prévue pour le lendemain. Les militants règlent les derniers détails de l'organisation quand soudain, les militants descendent aussitôt dans la rue pour célébrer le départ du raïs égyptien. Mais la police arrive et les cris de joie se transforment en slogans contre les autorités. Les militants se replient dans leur immeuble. Imad Boubekri, 26 ans, le responsable jeunesse de la Ligue des droits de l'homme, veut profiter de ce qui se passe au Caire pour mobiliser les Algériens. Il enregistre un message à diffuser sur Internet. Peuple, nous sommes tous des Algériens. Ensemble, main dans la main. Demain, tous dans la rue. Ce jeune militant vient d'être diplômé comme avocat. Son idole,
c'est Wael Ghonim, le blogueur égyptien. Depuis 4 jours, Imad se repasse en boucle l'interview du jeune cyberactiviste. Il est en contact avec lui sur Internet, via Twitter. Wael Ghonim vient de poster un message de soutien où il dit que son cœur et ses prières sont avec ses frères et sœurs algériens. Imad lui répond immédiatement. Et là, je le remercie pour ses encouragements. C'est en quelque sorte l'exemple qu'il faut suivre. C'est quelqu'un qui a montré sa sincérité, qui a montré sa détermination, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan intellectuel. À quelques rues de là, nous sommes avec les militants d'un tout nouveau groupe d'opposants. Ils fabriquent leurs banderoles pour la manifestation du lendemain. Il y a un mois, tous ces jeunes activistes ne se connaissaient pas. Ils se sont rencontrés via Internet en devenant membres de ce groupe Facebook baptisé Algérie Pacifique, avec toujours le même logo, le point fermé. Ce collectif citoyen compte 615 membres dans tout le pays. Des étudiants, des jeunes travailleurs, des chômeurs. Parmi eux, Sofiane, 21 ans, étudiant en informatique. Il a mis ses études entre parenthèses pour se lancer dans le combat. On n'a plus le droit de se taire. Il est persuadé que la révolution du jasmin qui a débuté à Tunis peut enflammer tout le monde arabe. Le lien qu'il y a entre la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte, c'est la sécuritocratie. C'est des pays où la police et l'armée, elle est en maître absolu. La police, elle est en maître absolu sur l'urbain, sur les villes, et l'armée, elle est en maître absolu sur la gestion des affaires d'État. Comme les jeunes du mouvement du 6 avril en Égypte, ils sont passés de l'activisme virtuel à la réalité. Dernier coup d'éclat, un sit-in devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Depuis, ils sont sous étroite surveillance. Une voiture banalisée de la police est garée en bas de leur immeuble. Leur manifestation du lendemain a été interdite, mais ils ne veulent pas y renoncer. Avec la chute de Moubarak, ils sont plus déterminés que jamais. Amin, le fondateur du groupe, a trouvé un slogan choc. Rapproche. Les jeunes femmes ont trouvé une astuce pour dissimuler les banderoles avant de les déployer sur les lieux de la manifestation. Voilà un bébé qui s'appelle démocratie. Le rire pour mieux conjurer l'angoisse du lendemain. Moi, mon anxiété se situe par rapport à la continuité. Est-ce que les gens vont tenir le coup? Parce que c'est un long marathon, c'est une course de fond qu'on est en train de faire. C'est pas un sprint, il faut avoir du souffle. Là, ça va se travailler sur le souffle. Ce soir-là, chacun espère qu'Alger va connaître une mobilisation populaire digne de la révolution égyptienne. Le lendemain, c'est le grand jour. 9h du matin. La manifestation doit commencer dans 2 heures. Une cinquantaine d'opposants ont déjà bravé l'interdiction des autorités. Les policiers sont venus en nombre, 30 000 hommes mobilisés. C'est 20% de toutes les unités de police du pays. Amin, le créateur de la page Facebook Algérie Pacifique, est déjà sur les lieux. Au téléphone, il bat le rappel de ses troupes. Pas facile. Ici, le traumatisme de la sale guerre est encore dans tous les esprits. 200 000 morts dans les années 90. Sofiane arrive, mais il a eu du mal à parvenir jusqu'au rendez-vous. C'est complètement cadré. C'est pas un Netflix, c'est complètement cadré. Déjà, on est mal à l'aise. On se sent épié. Un peu plus loin, les leaders historiques de l'opposition font une entrée remarquée. Parmi eux, Abdenour Ali Yahya, 90 ans, figure des droits de l'homme en Algérie. Les manifestants reprennent en chœur les slogans de la révolution égyptienne. Peu à peu, la foule grossit. Plusieurs centaines de personnes bravent les autorités et la colère monte. Nous, on a été peut-être les initiateurs, mais c'est le peuple qui sort. C'est pas nous qui sommes là, c'est pas nous qui gueulons. C'est le peuple, on en a marre, on en a ras-le-bol. C'est une réussite. Bah, bien sûr, le peuple reprend les slogans. C'est pas nos slogans, c'est les slogans du peuple. Problème, les policiers forment un mur pour empêcher le départ de la manifestation. Les opposants perdent patience. Amin craint que ça dégénère. Pas de violence! Pas de violence!
Le jeune militant veut à tout prix que la contestation reste pacifique, comme la marche du million en Égypte. Mais le cortège est bel et bien bloqué. À Paris, à Rome, les gens défilent, ils peuvent manifester. Et à Alger, chez nous, on n'a pas le droit? La pression des policiers se fait de plus en plus forte. Ils procèdent à des arrestations ciblées. Ils embarquent maintenant les manifestants repérés comme les plus virulents. Les jeunes d'Algérie Pacifique sont trahis par leurs banderoles, mal dissimulées sous leurs pulls. Ils deviennent des cibles pour les policiers qui tentent de les arrêter. C'est la confusion. Les jeunes militants veulent s'éloigner, mais Amin, le leader, est embarqué manu militari. Qu'ils ont pris là-bas? C'est Amin. Pourquoi? Ils ont arrêté Amin quand il a voulu déployer sa banderole. Face à l'échec de leur première manifestation, les apprentis militants sont sous le choc. Tu vois, ils ont embarqué 5 camarades déjà. 5 camarades déjà. Ils ont embarqué tout le monde, je crois. Là, mon gars. On est en train de nous suivre. S'ils veulent nous embarquer, là, 10 minutes plus tard, Sofiane est appréhendée à son tour par la police. Au total, les forces de l'ordre ont arrêté environ 300 personnes. À Alger, le pouvoir n'a pas l'intention de se laisser déborder. Direction la Syrie, l'état le plus fermé de la région. Dans les rues de Damas, la capitale, tout semble calme, comme si l'onde de choc des révolutions tunisiennes et égyptiennes n'était pas arrivée jusqu'ici. Nous filmons clandestinement. Nous avons rendez-vous avec une militante politique qui rêve aussi de déboulonner le dictateur local, Bachar el-Assad, au pouvoir depuis 11 ans. Souher Atassi suit les événements égyptiens minute par minute entre la télévision et Internet. Ce 11 février, quand elle apprend la chute de Moubarak, elle appelle immédiatement ses amis égyptiens. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Félicitations. Nous sommes fous de joie. Félicitations à vous. En attendant que cela vous arrive aussi. En effet, pourvu que cela nous arrive, comment ça va? C'est une joie immense. Nous sommes tous dans la rue. Comme je vous comprends. Hier, j'ai dormi par terre et il faisait un froid de canard. Et aujourd'hui, c'est la joie partout. Bien fait, bien mérité. Tu mérites la liberté. Moi, j'ai pleuré, tu sais. J'ai pleuré des larmes de joie. Je voulais te féliciter. Et on se revoit sur Facebook. Faites la fête maintenant. Et profitez-en. Profitez-en et priez pour nous. Au revoir. Je lui ai dit, je suis contente pour vous. Mais en même temps, je suis un peu jalouse. Souher Atassi est une cybermilitante. Elle a créé un forum de discussion sur Facebook, l'un des plus visités du pays. Ici, difficile de recruter des militants, car le pouvoir traque les internautes. Beaucoup de jeunes n'osent toujours pas aller sur certains sites Internet. Ils savent bien qu'il existe des groupes d'opposition sur Facebook. Mais ils n'osent pas s'y inscrire sous leur vrai nom. Donc, ils utilisent des pseudonymes. La blogueuse a été arrêtée à plusieurs reprises pour avoir critiqué le régime. Elle est surveillée en permanence. En Syrie, le pouvoir utilise Internet pour identifier ses opposants. Quand un jeune entre dans un cybercafé, le propriétaire lui réclame une copie de sa carte d'identité. Ce sont les instructions de la sécurité syrienne. Le gérant du café doit également noter les horaires de sa présence, le siège et l'ordinateur utilisé. En fait, il transforme tous les patrons de café Internet en indiques. La même nuit, toujours très discrètement, nous avons rendez-vous avec un célèbre opposant. Il a subi la torture et la prison sous le règne des deux présidents Assad, Hafez le père et Bachar le fils. Michel Kilo
écrivain chrétien de 72 ans est sorti de prison en 2009. Il vit la chute du raïs égyptien en direct à la télévision. Tout le monde m'appelle pour se réjouir, célébrer la victoire égyptienne et la chute de Moubarak. Pour lui, les jeunes ont réussi en quelques semaines ce que les opposants de sa génération n'ont jamais pu obtenir en une vie de combat. Facebook et Internet offrent aux jeunes une société virtuelle qui leur permet de communiquer entre eux et d'accéder à l'information sans que personne ne puisse les en empêcher. Dans la réalité, ce n'est pas possible. Les jeunes ont découvert sur Internet une société de substitution où ils peuvent vivre et évoluer librement. Avec cette révolution, ils veulent imposer dans le monde réel cette société de liberté qu'ils connaissent sur Internet. C'est ça la révolution des jeunes. Le seul regret de Michel Quillot, la Syrie risque selon lui d'être le dernier pays touché par la contagion révolutionnaire. La Syrie est différente des autres pays. D'abord, le régime y est très puissant. De plus, les jeunes Syriens ne meurent pas de faim et le chômage ne fait pas encore de ravages ici. Donc il n'y a pas, comme en Égypte ou en Tunisie, un fort sentiment de désespoir. En Syrie, malgré les appels à manifester lancés sur Internet, personne n'ose descendre dans la rue pour défier le pouvoir. Depuis la chute de Moubarak, les manifestations ont repris au Yémen. Des heurts violents avec les forces de l'ordre ont fait déjà plusieurs morts dans la capitale. En Algérie, les opposants ont décidé de manifester chaque samedi jusqu'à la chute du régime. Et l'onde de choc s'amplifie. La Libye et le Bahreïn sont touchés à leur tour. La répression y a fait des dizaines de morts. Partout, le même espoir agite la jeunesse. Celui d'un printemps arabe. Une révolution inédite et non violente. Avec au bout le même rêve, la liberté et la démocratie.